Allez, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment lever des fonds avec sa startup. Aujourd'hui, je suis avec Théo. Salut Théo. Salut Arnaud. Je suis ravi de t'avoir sur le podcast. Surtout parce que la petite dédicace que j'ai envie de te faire, c'est que c'est un peu grâce à toi que j'ai lancé le podcast. Enfin, pas grâce à toi, mais grâce à ta newsletter. Donc, grâce à toi, ça marche pareil. Quand je me suis dit que j'allais lancer le podcast, je me demandais où j'allais trouver les sources pour interroger des entrepreneurs qui avaient levé des fonds au début. Et en fait, je me suis dit, bah, parfait, il y a la newsletter de Théo, j'aurais juste à les contacter chaque semaine. Et ceux qui auront envie de parler, ils pourront venir parler dans le podcast. Maintenant, il faut que j'en trouve une autre pour trouver des investisseurs nouveaux chaque semaine. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que ça me motive. Et puis, je trouve que ta newsletter, elle aide un peu à voir qu'il y a de l'activité quand même, mine de rien. Tout au long de l'année, semaine par semaine, il se passe pas mal de choses finalement. Bah écoute, ravi si ça a pu, si ça peut t'aider, si ça a pu t'aider, on va continuer. Tu t'as beaucoup de gens qui regardent cette newsletter parce que j'ai l'impression qu'elle commence à prendre un peu plus d'ampleur chaque semaine. Écoute, sur LinkedIn, je j'ai pas les chiffres en tête, mais je dirais que la moyenne, ça doit être autour de 40 000 impressions par semaine sur ce type de post. Et après, la newsletter mail, on l'a lancée beaucoup plus tard, hein, ça fait que quelques mois. Là, on est à, je crois, 1200 abonnés à peu près, donc c'est pas non plus énorme, mais voilà, il y a un écosystème assez concentré de gens plutôt quali qui regardent ça. Ouais. Toi, du coup, on va parler un peu de ton activité chez Multim. Mais si tu veux, je te laisse un peu te présenter d'abord. D'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait et comment tu en es arrivé à Multim. Ouais, mais écoute, avec plaisir. Théo Flesma-Ray, donc je suis associé chez Multim. Avant ça, j'ai été entrepreneur, domaine applicatif mobile, puis consultant en stratégie de croissance, puisque c'est sur quoi j'avais pas été trop mauvais dans ma boîte. Et ensuite, ayant pas mal de clients qui souhaitaient lever des fonds, j'ai d'abord fait de l'apport d'affaires pour Multim, qui est un cabinet spécialiste du sujet, comme je l'expliquerai probablement après. Et finalement, ça a bien fité. Suite à quelques dossiers, m'ont proposé de les rejoindre. Ce que j'ai fait il y a à peu près 6 ans, et ça fait un an que je suis associé. Ok. Et du coup, apport d'affaires pour un leveur de fonds, c'est tu leur trouvais des startups qui voulaient lever des fonds et ils te donnaient un cut sur leur commission, c'est ça? Exactement. Au départ, je suis pas allé chercher des dossiers. C'est vraiment des clients que j'avais moi en perso sur l'accompagnement en croissance, qui faisaient une très belle croissance, qui voulaient lever de l'argent. J'ai pas voulu m'improviser sur le métier comme le font pas mal de monde, sachant que j'y avais déjà un peu touché moi en étant entrepreneur. Ça peut se faire tout seul, mais conseiller des gens sur tout le process qui est quand même assez complexe, long et avec des spécificités à chaque opération, je pense qu'on peut pas le faire aussi bien que quelqu'un qui, comme Multim, hein, quand je les ai rejoints avec plus de 100 opérations à réaliser, voilà, on n'a quand même pas la même expertise quand on a fait 100 deals que quand on en a fait un, ça a rien à voir. Je suis complètement d'accord et surtout plus j'interviewe des investisseurs, des entrepreneurs, des gens qui lèvent des fonds et plus on avance, plus je me rends compte que ce qui compte, c'est pas la qualité des conseils. Ce qui compte, c'est la qualité du réseau et de l'activation, tu vois, de ce que ça peut faire. C'est parce que tout le monde peut te donner les bons ou les mauvais conseils, il y a aucun moyen de le savoir. Ce qui compte, c'est d'avoir des gens qui ont en connexion des investisseurs, des gens capables d'investir. Et là, du coup, bah, les conseils sont pertinents parce qu'ils sont basés sur récemment, tu as récemment parlé à des VC, tu as récemment parlé à du private equity, à des business angels, etc. Donc récemment, tu sais que leurs critères, c'est ça. Tu sais qu'est-ce que les gens y recherchent, comment est-ce qu'il faut faire un deck, même si on en parlait avec Julien de chez Mighty Nine, le deck, c'est pas forcément c'est juste pour eux. C'est pas ça qui fait une levée, mais du coup, moi, je pense que c'est parce on se dit tous que c'est facile de donner des conseils parce qu'il suffit de regarder quelques vidéos YouTube ou d'avoir essayé de faire une levée de fonds et de l'avoir raté pour penser qu'on a compris. En fait, ce qui compte, pour moi, c'est ton réseau, quoi. C'est qu'aujourd'hui, chez Multim, vous avez la capacité d'avoir des vrais retours des gens qui vont investir cet argent. Alors, il y a ça, effectivement, on est connecté à peu près 99,9% des fonds d'investissement français. Je dis 99,9 parce que toutes les semaines, il y en a un nouveau qui se crée, donc on n'a pas toujours nos entrées dès la première semaine. Après, très vite, on fait connaissance
Et souvent, c'est des équipes d'anciens fonds qui montent des nouveaux fonds, donc on les connaît aussi. Et au niveau européen, je dirais qu'on est connecté à 70-80% des fonds. Donc oui, on a le bon réseau. Néanmoins, j'ajouterai une précision sur ce que tu viens de dire. C'est le réseau est une chose, mais l'expérience en est une autre. Effectivement, tu as des gens qui donnent des conseils, certains qui n'ont jamais fait d'opération de levée de fonds, puis certains qui ont déjà levé de fonds, qui paraissent légitimes aux yeux d'un entrepreneur. Mais c'est pas parce qu'on a fait une ou deux opérations, ce qui doit être la moyenne dans la vie d'un entrepreneur, et c'est souvent moins qu'une ou deux d'ailleurs, qu'on a vraiment une vision globale de ce qu'est une opération de levée de fonds, parce que un cas particulier n'est pas une généralité pour toutes les opérations qu'on peut rencontrer. Et voilà, tous les points de vigilance sont multiples sur une opération, et effectivement, plus on en fait, plus on peut comprendre ce qui marche pas, et négocier ce qui est négociable ou non également. Ouais, non, mais c'est toujours un peu ce truc. C'est un peu comme le permis de conduire. Tu vois, je cherchais un parallèle. Je me souviens, mon moniteur d'auto-école, il me disait, quand vous aurez fait 100 000 bornes en voiture, vous aurez potentiellement vu la plupart des situations qu'un automobiliste peut rencontrer, et vous commencerez à être des conducteurs, alors il disait pas expérimentés, mais il disait un peu avancés, quoi. Et tu sais, c'est comme quand tu viens d'avoir le permis, t'as fait 1000 bornes avec tes parents et tu penses que c'est bon, tu peux gérer tous les trucs. T'as fait une levée de fonds en tant qu'entrepreneur et tu te dis c'est bon, je vais aider les gens à lever des fonds, quoi. Ouais, c'est pour Tu, ça que les clients font appel à nous, hein. C'est qu'ils ont en face d'eux des investisseurs dont c'est le métier, qui font en moyenne entre 5 et 10 opérations par an, et eux vont en faire une ou deux dans leur vie. Donc le rapport de force n'est pas tout à fait équilibré. Donc c'est aussi pour ça qu'ils font appel à nous pour rééquilibrer les choses. pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que les VC, les investisseurs professionnels, ils ont besoin de boîtes comme la tienne? Alors, ils ont besoin, certains diront non, certains diront oui. Je dirais qu'on est sur un entre-deux. Il y a deux points de vue. Il y a le point de vue deal flow. Je dirais pas qu'ils ont forcément besoin de nous de manière indispensable, mais ils sont ravis de nous avoir parce qu'ils savent qu'on leur envoie uniquement des dossiers de qualité, bien structurés, avec toute l'info et avec aucune mauvaise surprise. Donc quand on leur envoie un dossier, il est sur le dessus de la pile et ça va assez vite et ils l'apprécient. Donc ils sont contents d'alimenter leur deal flow avec des bons dossiers. Le deuxième sujet, c'est quand ils ont des sociétés en portefeuille qui veulent relever un tour suivant. C'est très rare qu'un fonds qui ait fait un premier tour se positionne tout seul sur le second tour. Il aime bien être accompagné de nouveaux entrants. Alors certains ont un peu de réseau et peuvent en un coup de téléphone trouver un fonds qui vient avec eux. C'est rarement aussi simple. Souvent, ils sont un peu tout seuls et ils disent bon, salut Théo, salut Paul, est-ce que vous pouvez nous aider voilà, à accompagner une boîte de notre portefeuille? On a un nouveau tour à faire. Est-ce que vous pouvez aider la boîte? Alors parfois on dit non parce que la boîte n'a pas forcément les KPI qu'il faut, même si elle a déjà un investisseur qui est prêt à remettre de l'argent. Parfois on dit oui et ça nous arrive très fréquemment de faire des seconds tours. Et effectivement, les fonds, contrairement à ce qu'on croit, sont plutôt très favorables à ce que leur société en portefeuille se fasse accompagner. Bah, moi, ça m'étonne pas, du coup, parce que si jamais la société relève pas, ils gagnent pas d'argent. Donc, euh, Si c'est une question de vie ou de mort, effectivement, ouais, la société peut partir au tapis. Après, certaines sans lever arrivent quand même à rebondir, mais voilà, si c'est dans les plans, c'est pas toujours évident, effectivement. ça représente beaucoup de dossiers, des dossiers qui viennent des fonds pour relever? Chez nous, c'est à peu près la moitié, je dirais à peu près 50% des opérations qu'on fait. Ouais. Ok. Ah ouais, donc c'est quand même assez significatif. Ça paraît logique, hein. Enfin, en fait, c'est un peu, quand tu le dis et quand tu expliques les arguments, ça paraît logique, mais avant, ça paraît un peu contre-intuitif. Tu te dis, bah attends, c'est bon, ils ont déjà levé une fois, un peu comme le truc du permis, quoi. C'est bon, j'ai conduit 10 minutes sur le parking, je peux me faire une autoroute de Paris-Dakar en voiture, c'est bon, tu vois. Ça va Si le tu faire. poses la question à des entrepreneurs, 9 fois sur 10, un entrepreneur qui a déjà levé des fonds sera beaucoup plus enclin à se faire accompagner qu'un entrepreneur qui n'a jamais levé de fonds. Parce qu'un entrepreneur, il aime bien faire tout seul, c'est dans sa nature, donc il va avoir envie d'essayer. Et deux, parce qu'il se rend pas compte de la tâche avant de le faire et que finalement, une fois qu'il l'a fait, il se dit ouais, bon, j'ai donné une fois, la prochaine fois, je me fais accompagner parce que c'est dur. Quand tu dis non à un fonds d'investissement qui, en plus, enfin, c'est pas facile parce que du coup, le fonds d'investissement, toi, tu veux garder une bonne relation avec lui. Mhm. Mais en même temps, il te respecte aussi parce qu'il sait que toi, du coup, tu as une certaine
Tu vas lui dire quand c'est possible ou quand c'est pas possible et la qualité et le pourquoi. Tu lui dis pas juste non. J'imagine que tu lui expliques en détail tout ce qui manque, tout ce qu'il faudrait que la startup elle ait pour qu'elle puisse lever. Ou il y a des fois, c'est des cas désespérés, de toute façon, enfin, on peut plus rien faire, quoi. Alors effectivement, hein, que ce soit un fonds ou un prospect, en général, on dit jamais juste non, on explique pourquoi nous, on ne pense pas être les bonnes personnes à ce stade pour les accompagner. Ça ne veut pas dire qu'ils pourront pas lever, ça veut dire qu'on pense qu'actuellement, nos interlocuteurs qui sont les fonds d'investissement, il y a 9 chances sur 10 pour qu'ils n'arrivent pas à lever auprès d'eux à court moyen terme. 99% du temps, on se trompe pas, hein. Combien de fois j'ai vu des prospects me dire bon bah tant pis, je vais essayer, et 2 ans plus tard, ils ont toujours pas levé. Donc voilà, on se plante pas trop, malheureusement pour eux. Euh, Après, de temps en temps, il y en a un ou deux qui lèvent, mais pas avec des fonds, plutôt avec un corporate en direct. Donc voilà, c'est encore une autre chose et un autre métier. C'est pas vraiment notre cœur de cible. Mais ouais, globalement, on se plante pas trop, mais oui, on donne tout à fait les raisons, et c'est souvent apprécié, hein. Ben, j'imagine, ouais. Après, tu dis on se plante pas trop. Moi, si jamais je devais faire le pari le moins risqué du monde, quand quelqu'un me demande s'il va lever, je lui dis non à tous les coups, hein, parce que c'est plus Ouais, mais souvent. alors, oui, mais si on fait ça, on vit plus, quoi, parce qu'il faut quand Non, même qu'on mais fasse des opérations pour vivre. Donc effectivement, non, effectivement, t'as raison. C'est dur de donner les stats, mais on peut dire qu'il y a à peu près 30 000 startups en France. Il doit y en avoir un tiers qui sont constamment en train de chercher de l'argent, et il y a 1000 opérations par an. Donc tu fais voilà 1000 sur 10 000. Et encore, je pense que je suis un peu gentil. Je pense pas qu'il y ait 10% des boîtes qui partent en levée qui réussissent. À mon avis, on est plus à la moitié, voire moins. Julien de chez Mikey Nine, il nous avait sorti un chiffre très précis. C'était les startups qui ont fait leur seed pré-seed et qui Mhm. font une série A. C'est 1% seulement Ouais, ça qui, m'étonne pas. Bah, qui tu vois, passent je le. te dis moins de 5%, si tu me dis 1%, je suis plutôt d'accord, ouais, ça m'étonne pas. Je sais pas je sais qu'il a beaucoup cherché. Je sais pas à quel point il est précis ce chiffre. S'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui ont des chiffres très précis en France, en Europe, alors aux States, non, on va pas parce que ça va nous déprimer de regarder les chiffres des States, mais juste en France et en Europe, de passer comme ça de stade de levée et de montant, ça pourrait être très intéressant. Moi, c'est des chiffres qui m'intéressent pour avoir un peu la réalité. Puis ça permet aussi, tu sais, à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont en train de lever, finalement, euh, alors, ça peut avoir un effet démotivant, mais moi, je trouve que ça a aussi un effet réconfortant. Enfin, c'est pas un exercice facile. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas. Et ça permet aussi de se mettre un peu en ordre de bataille aussi, parce que moi, j'avais fait ça sur ma boîte précédente. C'était un peu un all-in, tu vois. Quand j'avais voulu faire ma deuxième levée de fonds, c'était un all-in. Et je l'avais fait parce que j'étais dans un état d'esprit, dès le début, en mode raise or die, tu vois. Genre, je lève ou je meurs. Mhm. Alors que j'aurais eu plus conscience de la difficulté, comme tu dis, parce que j'avais réussi la première tout seul. Donc là, mon ego, il était. Je me suis dit, mais j'avais trouvé 100 000 balles tout seul auprès de Business Angel. Je me suis dit, mais je vais trouver 1 million facile. Ça va être ultra simple. Donc mon ego, fallait pas du tout lui faire ça, quoi. Et alors que j'aurais su à quel point c'était dur et à quel point j'avais peu de sens et à quel point surtout j'avais pas les bonnes métriques, j'aurais peut-être géré ma boîte différemment pour tenir plus longtemps, aller chercher un product market fit, etc. Toi, quand tu imagines que tu reçois beaucoup de dossiers de startups qui malheureusement arriveront pas à lever, euh, quand est-ce que ces dossiers-là, tu aurais aimé les rencontrer il y a, tu vois, genre, combien de temps avant ou à quel moment avant? Genre, tu vois. C'est une bonne question, effectivement. Moi, en perso, je reçois à peu près 50 dossiers par mois. Euh, Ouais. je dis non à 49 souvent sur les 50. Pas parce qu'on veut pas bosser avec eux. Alors, il y en a certains où j'ai pas du tout de conviction sur ce qu'ils font, et je suis personne pour juger. Et ça m'arrive de me planter comme tout le monde. Mais en tout cas, c'est compliqué d'accompagner un entrepreneur si on ne croit pas dans ce qu'il fait. Il y en a une partie où les boîtes sont super, mais elles sont juste pas VC compatibles. Donc voilà, on peut pas les accompagner, mais ça reste des très belles boîtes. Et d'autres qui sont VC compatibles, mais où il y a effectivement une question de timing qui va pas. Et pour répondre à ta question, c'est difficile à dire. On dit toujours que le plus tôt est le mieux, hein, évidemment. Moi, des entrepreneurs qui viennent me voir, qui ont fait le tour de tous les fonds, à qui on a dit non et qui me disent, bah voilà, j'ai besoin d'aide maintenant. Je leur dis, écoutez, voilà, retournez les voir dans 6 mois. On peut faire, on sait faire. Ils rouvriront le dossier, sinon on les rappelle. Mais là, même nous, si je les rappelle et que vous les avez vus il y a 2 semaines, et voilà, le dossier a pas changé fondamentalement, ils vont me dire, écoute,
t'es gentil, mais je les ai vus il y a 2 semaines, c'est non, quoi. Donc, le plus tôt est le mieux. Et les entrepreneurs qui disent on va tester pour voir et on verra si on a besoin de vous après, bah, généralement ça marche pas parce que s'ils se brûlent les ailes, c'est trop tard. Idéalement, si on compte partir en levée de fonds, un mois ou deux avant, c'est idéal pour venir parler avec nous. Et en termes de timing, pour rejoindre aussi ce que tu disais juste avant, Raise or Die, il faut idéalement quand même avoir un peu voilà, de temps devant soi pour faire une opération. Ça prend du temps, il faut avoir du cash. Il faut pas se dire, enfin voilà, comme dit Paul, l'associé dirigeant de Multime, une levée de fonds, ça règle pas des problèmes de cash court terme. Ça finance de la croissance, mais un problème de cash court terme, on le règle autrement que par une levée de fonds parce que sinon ça marche pas. Combien il faut de mois de cash devant soi pour une levée de fonds en Alors, moyenne? une levée de fonds en moyenne, ça prend à peu près 6 mois. Auprès de fonds d'investissement, hein, les business angels, c'est autre chose. Mais entre le moment où on commence à se dire, OK, on commence à travailler sur le deck avec Multime, donc voilà, on fait le deck, on fait le prévisionnel financier, on contacte les fonds, on fait tous les rendez-vous avec les fonds, on a les LOI, on négocie, on signe la LOI, on a les audits, on fait le pacte, on signe, on a le chèque. C'est à peu près 6 mois dans ce qu'on observe. Ça peut aller un peu plus vite, ça peut aller un peu plus lentement, c'est variable, mais la moyenne est de 6 mois. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir 6 mois de cash, parce que si ça prend un peu plus de temps, voilà, la boîte va être en difficulté. Idéalement, quand on voit qu'il nous reste 12 mois de cash sur le compte et qu'on sait qu'on va pas atteindre l'équilibre avant un moment, il faut commencer à se poser la question, est-ce que j'ai les KPI pour partir en levée? Et dans ce cas, go. Est-ce que j'ai pas les KPI? Et dans ce cas, comment est-ce que je fais? Est-ce que je réduis mes dépenses? Est-ce que je me finance autrement? En tout cas, il faut se poser la question. Je viens de réaliser, tu me disais que les entrepreneurs, une fois qu'ils avaient fait leur première levée, ils préféraient se faire accompagner, que les fonds d'investissement à qui tu avais même présenté les startups venaient vous voir pour la levée suivante. Mhm. Euh, c'est quoi votre record d'accompagnement de levée de fonds ou de boîtes que vous avez suivies, genre sur le nombre de levées? De Est-ce qu'il tours y a... Ouais. successifs, alors, je dirais que ça doit être deux, peut-être trois, mais généralement c'est deux, hein, parce que c'est rare d'avoir des boîtes qui font des levées successives. Alors, t'en as certaines, mais derrière, tu pars sur des méga levées, sur des licornes. Et nous, on a financé pas mal de boîtes qui ont été introduites en bourse, donc qui ont eu des très beaux exits. On n'a pas financé de licorne au sens propre du terme. Alors, des boîtes valorisées 1 milliard, c'est pas impossible, mais c'était plus... encore, je suis même pas sûr. En fait, tu as eu quand même une grosse inflation, hein, ces dernières années où tu as des boîtes qui faisaient quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires qui étaient valorisées des milliards. Nous, on a financé des boîtes qui faisaient beaucoup plus que ça, voilà, en chiffre d'affaires, mais qui n'étaient pas valorisées des milliards à la sortie, en tout cas, tout simplement parce qu'on était sur des multiples de valo qui étaient un peu plus dans le marché. Tu as la valo à la levée de fonds et tu as la valo à la sortie. Et malheureusement, c'est moins notre problème, c'est plus celui des investisseurs, mais malheureusement pour eux, c'est pas toujours les mêmes méthodes de valorisation. Donc non, nous c'est vrai qu'aller chercher, nous on fait des opérations qui tournent entre 1 million et 20 millions d'euros. Donc après, une fois qu'on passe sur des levées à 50, 100, 200 millions, plus les bons interlocuteurs. Et il y en a d'autres qui prennent le relais. Donc par définition, on va pas faire 4 ou 5 levées pour une entreprise. Ok. Et du coup, t'as tes relais d'autres cabinets de levée de fonds pour les plus grosses ou tu passes directement? On se connaît un peu, ouais, avec certains qui font du plus gros. Après, il n'y en a pas 50 en France, hein. T'as deux types de cabinets. T'as les Rothschild, Lazare, qui sont pas du tout du métier initialement, qui, en ces temps un peu difficiles, commencent à essayer de redescendre sur des opérations de venture. C'est un métier un peu différent, donc c'est pas évident pour eux de s'adapter. Et après, t'en as d'autres qui font, voilà, qui font des plus grosses OP, qui sont spécialisés en venture, qu'on connaît un petit peu. Après, généralement, un entrepreneur qui cherche à lever 100 millions, il vient pas nous voir. Il vient nous voir pour lever 3, 5, 10, 20 millions, mais pas pour lever 100 millions parce qu'il, voilà, le fonds qu'il conseille lui dit va voir un tel et ça. Ok. C'est si un entrepreneur veut te contacter aujourd'hui, Ouais. j'imagine qu'il y en a qui vont nous écouter. Je pense que ton podcast il va sortir cette semaine. Je sais pas quand exactement. J'ai plus le planning sous les yeux, mais il va bientôt sortir. Du coup, si quelqu'un veut te contacter, c'est quoi les critères minimums pour lui faire gagner du temps et pour te faire gagner du temps, ou alors tu dis contactez-moi n'importe quel que soit le stade et au moins qu'on se connaisse. Écoute,
Là, C'est je vais toujours spammer. pareil, on a un temps limité, donc on aime bien avoir des sujets qualifiés avec qui on discute, mais c'est vraiment la question la plus complexe, à la fois pour nous et à la fois pour les fonds et à la fois pour les entrepreneurs, qui est est-ce qu'il y a finalement une formule qui permet de dire je suis prêt à partir en levée de fonds? Est-ce qu'il y a des critères objectifs? Il y a des grandes tendances, mais voilà, on fait des exceptions. Typiquement, le dernier tour qu'on a closé, c'est une boîte qui faisait pas de chiffre d'affaires, pour qui on a levé 4,8 millions, elle faisait zéro de chiffre d'affaires. Bon, bah voilà, c'est un contre-exemple. À côté de ça, on a refusé des boîtes qui faisaient 3 millions d'euros d'ARR, parce qu'il y avait des éléments qui faisaient qu'on pensait qu'on n'y arriverait pas. Donc non, il n'y a pas de vérité générale. Je dirais qu'il y a quand même si un prérequis qui est d'avoir au moins un produit fonctionnel, ou si on est dans de la deep tech, d'avoir un produit qui sous 6 mois, 6-8 mois devrait être commercialisable, idéalement grand max. Et après, s'il n'est pas encore commercialisé, avoir des premières vraiment marques d'intérêt de potentiels clients où on voit qu'il y a une vraie traction marché, un vrai product market fit. Si on n'est pas dans de la deep tech qui est déjà quand même du chiffre d'affaires, qui soit en forte accélération. Ok, donc même pas forcément savoir quel est son edge même non, pas son edge, excuse-moi, je veux dire même sans vraiment savoir pourquoi ils veulent lever des fonds et ce qu'ils veulent en faire. Oui, bah là, c'est aussi à ça qu'on sert, hein. Moi, j'ai plein d'entrepreneurs qui me contactent où je leur dis, écoutez, c'est pas la bonne option pour vous, la levée de fonds, parce que vous voulez pas vendre la boîte. Enfin, si vous voulez faire une boîte familiale et jamais vendre, allez pas voir des VC, c'est pas leur modèle à eux, donc financez-vous autrement. Après, il y a des gens, voilà, qui s'adaptent beaucoup plus au project finance, où ils vont financer deal by deal sur différents projets. Il y a plein de, voilà, de cas de figure différents où, après discussion, les gens sont très contents parce qu'ils voient qu'il y a d'autres options. Euh, voilà, après, effectivement, on conseille aussi après des gens qui savent pas combien ils veulent lever, à quel timing, et on décide ça ensemble, on va chercher le bon montant au bon moment. Ok, parce que c'est vrai que souvent ça c'est une question que je trouve qui revient beaucoup et qui on en perd un peu, tu vois, l'essence même de. On a l'impression qu'il y a quand tu rentres dans un écosystème de start-up, accélérateur, etc. En France, quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, vite tu te flagues en fait start-up, ce qui est du coup une généralisation très grossière finalement de tous Mhm. les types d'entreprises qu'il peut y avoir, et donc du coup tu perçois la levée de fonds que par un seul prisme, alors qu'en fait il y a plein de financeurs et de types d'entreprises. Moi j'ai vu de plus en plus de start-up, donc de jeunes entreprises, qui ont passé 8 ans avec leurs fonds propres, à faire du chiffre d'affaires, à faire des bénéfices et à vivre, et qui au bout de 8 ans commencent à trouver un MVP et font une Mhm. accélération. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu cette question de. Souvent, j'ai l'impression que enfin, la plupart des entrepreneurs néophytes que je rencontre, est un peu comme moi, tu sais pas vraiment ce que tu veux faire de l'argent, quoi. T'as un peu l'impression que c'est un passage juste, il faut le faire. Je suis obligé d'aller lever parce que c'est comme ça, parce que je fais pas encore de chiffres, parce que je j'arrive pas, ou parce que j'ai besoin d'accélérer. Ça c'est, tu vois, t'as dit tout à l'heure lever des fonds, c'est pour accélérer la croissance. Mais tu vois, genre si tu me donnes, j'ai une boîte qui fait, bon, j'en sais rien moi, n'importe quoi, tu me donnes 10 millions, je fous du 5 millions sur du Google Ads, ça va accélérer la croissance. Pas forcément. À court terme, oui, hein, évidemment, mais tu vas peut-être cramer 300 000 euros qui vont être hyper efficaces, et puis derrière, tu vas atteindre ton plafond de verre, et tu vas cramer les 4,7 suivants dans du vent quasiment, ou avec des coûts d'acquisition monstrueux. Concrètement, alors tout ce que je dis depuis le début, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, c'est vrai pour les fonds d'investissement qui sont notre métier à nous chez Mulsim. C'est pas forcément vrai pour les business angels, hein. Les business angels, ils peuvent financer vraiment de la création d'entreprises. C'est à des stades bien différents, donc c'est vraiment différent. Mais sur les fonds, oui. C'est pour ça que certains critères chez les fonds, c'est aussi de savoir, voilà, aujourd'hui, est-ce que vous avez vos canaux d'acquisition qui sont bien définis? Est-ce que vous savez comment vous faites cette acquisition? Évidemment, qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Comment vous allez le dépenser? Et c'est à ça que sert le BPA 5 ans. On nous dit souvent, ouais, un BPA 5 ans, moi, ça me gave de le faire, ça sert à rien, c'est de la science-fiction, on peut pas prédire l'avenir. Bien sûr qu'on peut pas prédire l'avenir. Par contre, ça montre
un, votre ambition, où est-ce que vous voulez aller si tout se passe bien, et deux, comment est-ce que vous y allez, comment vous utilisez l'argent pour aller de ce point A à ce point B. Et très souvent, nous, ça fait partie de notre job de vraiment challenger les entrepreneurs sur le BP. Alors, on essaye de bosser exclusivement avec des entrepreneurs de qualité, donc souvent ils font ça bien, mais tous n'ont pas monté de boîte à 100 millions d'euros. 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc tous ne se rendent pas compte de ce que ça implique de scaler une entreprise, qui est-ce qu'on recrute, à quel moment, quelles sont les ressources nécessaires. Et c'est là où on les challenge beaucoup, qu'ils aient vraiment tout prévu et que le besoin en financement soit bien calé. Ouais, le BP, c'est l'exercice un peu. Je trouvais ça très schizophrénique, moi, le BP. Oui, ça doit pas l'être. L'idée, c'est juste, tu rêves dans ta tête et tu te dis, ok, je suis là aujourd'hui, dans 5 ans, où est-ce que je veux que ma boîte soit? Bah, tu vas juste partir d'un point qui va être ton chiffre d'affaires et ton résultat, où est-ce que tu veux être à 5 ans? Et derrière, tu vas en découler, ok, je veux faire 50 millions d'euros de CA, combien de clients ça représente de signer? Là, tu te rends compte que je connais pas ton modèle économique, 5000 clients B2B grand compte dans l'année, tu dis, ah, il y a un problème, 5000 clients B2B grand compte, ça marche pas en un an, quoi, c'est juste totalement irréaliste. Donc le chiffre est juste pas réaliste. C'est comme ça que tu te construis petit à petit, tu pars du chiffre et tu décomposes comment est-ce que j'arrive à ce chiffre. Et puis ça marche à la fin, ça prend un peu de temps, mais ça se fait. C'est l'exercice aussi, comme tu dis, et qui rassure l'entrepreneur l'investisseur sur la capacité de l'entrepreneur à se projeter et à potentiellement, même s'il devrait apprendre en route, être le bon gestionnaire pour la boîte de demain, ou en tout cas, en fait, ça rassure tout le monde sur, OK, ce plan-là, on y croit. Et ce qui est un peu contradictoire avec ce que tu disais avant, il y a des fois, tu laisses passer des dossiers, en fait, qui vont exploser. Et tu vois, genre, il y a un peu ce côté aussi chance, parce que il y a des fois des mecs qui arrivent et tu te dis non, là, ton plan, j'y crois pas, ça marchera pas. Et en fait, bah, en fait, si, ça marche. Tu vois, je t'ai vu écrire un post à LinkedIn la dernière fois qui m'a fait rire, où tu parlais que tu avais loupé d'investissement dans Sorar. Je sais pas si c'était toi aussi. Non, c'était pas, c'était on va dire la headline du post qui faisait qui était un peu catchy, qui disait j'ai raté, mais si tu lis le post jusqu'à la fin, tu vois, je dis bah je suis un investisseur de la vallée. Est-ce que ma carrière d'investisseur est terminée? En gros, c'était pour montrer effectivement Oui. que bah, c'était Bessemer, hein, qui est un des plus gros fonds ici de la place aux US, qui a loupé toutes ces superbes licornes et qui pourtant est quand même un des fonds qui performe le plus et qui a plusieurs milliards sous gestion. Enfin voilà, ça fait partie de leur job aussi de louper des belles boîtes et de quand même rebondir avec d'autres. Et du coup, finalement, en, en poursuivre de ton poste, et du coup, si on parle sur la partie BP, genre imaginer le futur, etc., machin, en Mhm. fait, cet exercice-là, il y a rien de plus subjectif, parce que du coup, ça montre bien que, tu vois, on essaye de rationaliser avec des chiffres, avec un plan, etc. Il ne serait-ce que, c'est toujours une tendance de croyance par rapport à Bien sûr. ce que toi tu connais du marché, par rapport à comment toi tu vois le business, par rapport à comment toi tu vois évoluer les choses. Et même, tu disais les fonds d'investissement, je te donne 5 millions, tu vas en cramer 300 000, etc. Moi, je me souviens en 2016 ou 2018, quand on voyait des startups dans la food tech, là, les concurrents de Uber Eats, Mhm. à Paris, là, qui levaient et qui dépensaient tout leur argent de levée dans des mecs qui distribuaient des flyers à la sortie du métro. Tu vois? Et Ça marche, j'en sais rien, hein, je j'ai pas leur KPI, mais si ça bah, marche, pourquoi pas? Enfin, moi, je les ai là, ils sont tous partis en liquidation judiciaire. Donc, alors, mais du après, coup, ça marche peut-être pour de l'acquisition, peut-être qu'ils faisaient une super acquisition grâce à ça, mais que derrière, par contre, la boîte était fondamentalement pas rentable et que tu peux faire autant d'acquisitions que tu veux, si t'es pas rentable, tu finis par mourir. alors, clairement, mais du coup, ma question, c'était plus, tu vois, est-ce que tu trouves que, parce que tu es quand même dans le métier depuis pas mal de temps, que Mhm. les fonds d'investissement, eux aussi, ils ont, ben, finalement, ils mûrissent aussi un BP que tu leur présentes il y a 6 ans, tu Mhm. vois, avec des hypothèses. Il y a 10 ans, tu te dis on va faire du Google Ads. Ah Mhm. ouais, ok, maintenant. Maintenant, tu dis on va faire du Google Ads. Ah, j'y crois moins, tu vois. Alors, il y a effectivement des évolutions. Après, ça fait partie de leur job au VC et c'est pour ça que je crois pas du tout, moi, au fait de remplacer les VC par une IA et avoir des fonds 100% pilotés par de l'IA. Alors, peut-être que ça marchera très bien parce que tu prends un team aventure qui fait 2 investissements par semaine, qui se décide en 1 heure d'investir dans une boîte. Il a des critères très précis, ça les coche, ok, ils y vont, ça les coche pas, ils y vont pas. Donc,
Donc, je dis pas que tu pourras le remplacer par une IA parce que je pense que c'est un des meilleurs investisseurs de la place, donc c'est pas remplaçable. Mais oui, avoir des fonds qui jouent sur de la stat finalement et qui font ça bien via de l'IA, pourquoi pas. Par contre, je pense vraiment que le métier de l'investisseur, c'est de comprendre comment fonctionne le monde, quelles sont ses évolutions et quelle boîte se place bien dans ce contexte. Et ce monde, il est en constante évolution, donc il faut que le VC se remette constamment en question et qu'il évolue. Donc oui, c'est ce qu'ils font au quotidien. Et c'est pour ça aussi que parfois, quand tu as des gens très seniors dans les équipes de direction des fonds, tu as des gens très juniors qui sont analystes parce qu'ils ont aussi une autre vision à apporter sur les évolutions. Ouais, donc en fait, c'est un peu ça aussi. Jean de la Roche-Brochard de Kima, moi je me souviens, j'avais fait un dîner où il nous racontait comment il avait créé le fonds, rencontré Xavier, son ambition, etc. Et en fait, à chaque fois qu'il fait un deal, ça modifie sa vision du monde. Et, et il nous avait dit que il y a des deals qu'il avait fait il y a 6 mois que maintenant il referait pas. Parce que, comme tu dis, en fait, sa vision du monde elle change et en fait, et donc du coup, c'est un BP, donc c'est aussi très temporel, très culturel à l'instant T, quoi. Il y a pas de formule magique finalement. C'est plutôt la capacité de l'entrepreneur d'avoir compris le monde dans lequel il vit maintenant et de dire bah, le monde de maintenant, un monde post-Covid, un monde machin, un monde guerre en Ukraine, un monde crise de machin, etc. Ça va me donner cette opportunité-là business qui va faire que je vais pouvoir croître. Et, euh, et du coup, finalement, c'est peut-être ça qui manque, je trouve, tu vois, aux jeunes entrepreneurs, aux primo-entrepreneurs qui sont trop omnubilés, et je me souviens, je l'étais, par le produit. Et j'avais entendu une phrase très juste et je trouvais génial, c'était un primo-entrepreneur. Donc la première fois que tu montes une boîte, il passe beaucoup de temps à optimiser son produit, à se poser des questions sur son produit. Et un entrepreneur qui fait sa deuxième boîte, il passe plus de temps sur le produit et que sur l'acquisition client, sur ses canaux d'acquisition et sur comment il va faire pour grossir la boîte. Oui, c'est sûr que parfois on se pose un peu trop la question du produit sans se poser la question du besoin marché quand on démarre. Je pense que beaucoup ont fait l'erreur, ça fait partie des apprentissages, hein, c'est pas grave. Euh, Ça, c'est le job hein, d'un entrepreneur d'apprendre, de se planter, de rebondir. Donc oui, c'est vrai. Après, il faut quand même pas négliger le produit parce qu'un un mauvais produit, on arrive à le vendre pendant un certain temps, mais voilà, ça marche pas indéfiniment non plus, à mon sens, même s'il y a pas mal de contre-exemples. Ouais, ouais, c'est toujours cette dualité et cette ambivalence. Mais en tout cas, ça montre bien que l'exercice du BP, c'est je ressens moi je ressens encore la douleur, tu vois, de faire un BP parce que comme tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment un truc de science-fiction. Et en même temps, je comprends mieux à travers ce que tu m'expliques que c'est aussi une manière pour les investisseurs de se projeter sur ta compréhension à toi du marché. Et finalement, Ton c'est ambition aussi. Ton ambition, parce que nous, on dit pas à un entrepreneur, il faut que tu mettes tel ou tel chiffre dans ton BP. C'est lui qui fait ses chiffres. S'il nous met 50 millions à 5 ans et qu'aujourd'hui il fait 500 000 euros de chiffre d'affaires, on lui dit c'est très ambitieux, comment est-ce que tu arrives là? S'il arrive à nous démontrer par A plus B qu'il y arrive de manière vraiment rationnelle, efficace et qu'on a confiance, pourquoi pas présenter ça? S'il nous dit je fais 10 millions d'euros dans 5 ans, que son marché il fait 5 milliards en France et qu'il me dit je pars aux États-Unis, on va quand même lui demander pourquoi. Si tu fais 10 millions dans 5 ans, voilà, pourquoi t'embêter à aller aux États-Unis? Enfin, tu vois, c'est vraiment une construction mentale. Et après, les fonds, pareil, en face, ont une lecture différente. Tu as des fonds, si tu leur présentes un BP qui fait 10-15 millions à 5 ans, ils ouvrent même pas le dossier, c'est poubelle directe parce que c'est des chasseurs de licornes et ça leur va pas. D'autres fonds te diront 50 millions à 5 ans, moi j'achète pas, c'est beaucoup trop irréaliste à mes yeux, donc j'y vais pas. Donc voilà, selon les fonds, différents chiffres auront différents effets finalement. ok. Ah, ça c'est intéressant ça. Ces ratios ils sont hyper intéressants. C'est un 15 millions à 5 ans et un 50 millions à 5 ans. Il y a des fonds qui trouvent pas ça pas assez ambitieux et d'autres qui trouvent ça trop irréaliste. Ça montre bien déjà. 15 millions à 5 ans, j'ai jamais vu de fonds qui me disent c'est trop haut, on n'y croit pas. Ça pour le coup, si t'es pas, c'est vraiment le strict minimum. Enfin, je devrais pas dire ça, mais c'est quand même pas totalement faux. Si tu présentes un BP à 10 millions à 5 ans et qu'aujourd'hui tu fais 500 000, je dis pas que ça excitera personne, mais il y a quand même peu de gens qui vont vraiment s'intéresser au sujet parce que ils savent qu'il y a beaucoup de chances que tu fasses beaucoup moins et que du coup leur multiple à la sortie soit pas énorme.
Mais voilà, si on prend 15-20 millions, on a fait pas mal d'opérations avec des boîtes qui prévoyaient ça. On sait qu'il y a plein de fonds à qui on n'a même pas envoyé le dossier. On va pas envoyer ça à un Partech, à un Brega, parce que voilà, c'est pas leur ambition. Euh, voilà, c'est pas grave, hein, on envoie aux fonds qui correspondent à cette ambition. Tu vas pas gonfler tes chiffres pour viser certains fonds. Derrière, toi, t'as pas le mindset, t'as pas le produit qu'il faut, ça collera pas. Faut pas travestir la réalité. Alors, je suis d'accord avec toi, faut pas travestir la réalité. Par contre, quand je t'écoute, j'ai bien l'impression qu'il y a quand même, suivant les années, et il y a quand même des chiffres tendances. Tu vois, enfin, euh, C'est pas des chiffres gravés dans le marbre, hein, que j'ai évoqués, c'est des oui, oui. exemples. J'ai un peu forcé le trait pour être un peu clair, mais globalement, oui, t'as des fonds qui juste cherchent des boîtes explosives, des futures licornes. Ils te disent, nous, s'il n'y a pas le potentiel d'être une licorne, ça nous intéresse pas. Bah voilà, c'est pas grave et c'est juste qu'on leur envoie pas tous les dossiers parce qu'il y a des dossiers qui n'ont pas cette ambition-là, parce que ta boîte fait 500 000 aujourd'hui, dans 5 ans, elle fait 15-20 millions. Déjà, l'investisseur, voilà, il fait potentiellement une très belle opération. Euh, voilà, Mais c'est différentes ambitions. du coup, tu dis, moi, je modifie pas les chiffres du BP, mais c'est quand même une discussion que tu as avec l'entrepreneur aussi, Bien sûr, bien sûr. parce que, enfin, quand, eux, ils connaissent pas les fonds comme toi. Ils savent pas qu'un Partech en dessous de 50 millions, il regarde pas de dossier, comprendre pourquoi. Parce que, Alors, enfin, c'est pas ce que j'ai dit, hein. J'ai pas dit que Partech regardait pas les non, mais dossiers en dessous de 50 millions de CA. J'ai forcé le trait pour montrer que voilà, Partech regarde des dossiers qui ont une très très forte ambition, tout simplement. Mais en fait, on le fait pas dans ce sens-là. On laisse l'entrepreneur faire son BP et ensuite on le challenge sur OK, tu veux faire tant de CA, comment tu fais, etc. Et on voit qu'il est bien mis toutes les ressources. On lui fait mettre les ressources si elles y sont pas. Et on arrive au bout à un BP carré et construit. Et une fois qu'on a ce BP finalisé, là, on se pose la question, OK, voilà ton ambition, voilà ton secteur, voilà ton stade d'avancement, quel fonds est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Et là, nous, on fait notre listing et c'est là qu'on se met à les contacter. ok. Mais un entrepreneur qui viendrait nous voir en nous disant, moi, je veux bosser avec tel fonds, tel fonds, tel fonds, faites-moi le BP qu'il faut pour aller les voir, on lui dirait, on bosse pas ensemble. C'est pas comme ça qu'on travaille. Mais pourquoi? Parce que ça peut être aussi, Parce que ça veut dire qu'on traduirait pas sa vision dans le BP, mais qu'on traduirait juste une plaquette marketing pour faire plaisir à un fonds et qu'on vendrait voilà, du vent au fond et que ça marcherait pas parce que tu as été entrepreneur, tu sais très bien que c'est ta vision et tes capacités que tu vas mettre en œuvre et pas une vision pour faire joli et pour faire plaisir à un investisseur. Tu as des entrepreneurs qui n'ont pas la capacité de monter une boîte qui fait 400% de croissance par an. On va pas le mettre juste sur le papier pour leur faire plaisir, ça marche pas. je suis d'accord avec toi, et en même temps, j'ai l'impression que des gros entrepreneurs que je connais, Mhm. qui viennent de lever récemment beaucoup d'argent, notamment le dossier que tu disais, tu vois, le mec, il fait pas de chiffre d'affaires, ou les mecs, je sais pas combien ils sont, ils font pas de chiffre d'affaires, ils ont levé 4 millions. Euh, Ces gens-là, à chaque fois que je les ai rencontrés, ils connaissent le VC game. Ils connaissent tous les chiffres dont tu parles, ils connaissent les investisseurs, ils connaissent les tendances marché, ils savent, tu vois, ce qui intéresse. Ils sont des fois même plus au fait du marché. D'ailleurs, souvent, c'est normal parce que c'est aussi pour ça que les investisseurs, mais tu vois, que les investisseurs eux-mêmes. Et du coup, ils connaissent très bien ce que les investisseurs veulent. Donc, c'est, j'ai l'impression que ça se nourrit, tu vois, quand même. Genre, je suis d'accord que tu vas pas totalement pervertir un deck d'un mec qui a pas l'ambition, etc. Mais en fait, quand tu regardes finalement, alors c'est peut-être une croyance perso qui est fausse, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que euh, les grosses levées de fonds un peu, tu vois, fortes et machin, ben, c'est justement ces mecs qui savent ce qu'attendent les fonds et qui écrivent leur BP avec leur ambition, mais aussi en ayant, tu vois, c'est, Alors ça, c'est les grosses. Enfin, il y a encore. Non. C'était vrai il y a 2 ans. ok. Il y avait effectivement des mecs qui étaient très forts pour se marketer, juste pour lever de l'argent, sur des voilà des très belles visions dans la tête d'un investisseur. Pour moi, ça marche à court terme parce que ils vont lever beaucoup d'argent sur un tour, c'est super. Le tour d'après, leurs KPI tiennent pas la route. T'as personne qui veut remettre de l'argent dans la boîte et la boîte part au tapis. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. Donc, si ta vision c'est à court terme de lever 50 millions, de faire un cash out parce que t'es très fort et que t'as réussi à négocier ça, euh, pourquoi pas. Mais derrière, voilà, c'est quand même très dangereux de faire ça. Et c'était possible il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est quand même
Je dis pas que c'est impossible, mais c'est quand même très difficile d'aller voir des fonds et de lever juste sur un joli marketing. Voilà, il y a un retour à la réalité qui se fait un peu actuellement. Ouais, il faut à la fois que tu connaisses leurs chiffres et que tu saches comment les séduire, mais il faut aussi que tes bases, elles soient solides sur, OK, mon business plan, c'est ça et la vision que je veux accomplir, je sais comment je vais l'accomplir et j'ai des preuves, qui vous montrent que je vais réussir à l'accomplir. Pas Non, juste ouais, oui et non, il faut vraiment poursuivre ta vision et traduire ta vision d'une manière à ce qu'ils la comprennent, parce que c'est vraiment ça généralement qu'on voit qui est très difficile pour un entrepreneur, c'est d'expliquer sa vision, son avantage à l'investisseur qui voit passer plusieurs centaines de dossiers par mois et qui a déjà vu X concurrents de la boîte, qui se présentait quasiment pareil et qui va se dire non mais toi ce que tu fais, il y en a plein d'autres qui le font, enfin voilà, c'est rien d'original, j'y vais pas. Donc le boulot est souvent plus là sur appuyer sur cette différenciation, sur pourquoi moi je vais y arriver mieux que les autres, que juste sur parler avec des belles paroles et un beau langage. Ça marche avec certains, ça marchait un peu mieux il y a quelques années. Aujourd'hui, voilà, le joli marketing avec les fonds, ça suffit pas. ça suffit pas. OK. On arrive bientôt à la fin du podcast. Hem, J'avais une question à te poser, mais tu vois, je l'avais dans la tête. Je me suis dit: «Faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie» et en t'écoutant, je l'ai oublié. Donc je sais plus la question que je voulais te poser sur ce qu'on était en train de parler. Mais c'est pas grave, elle me reviendra peut-être. On va finir par, un peu ton humeur. Mhm. Comment toi, tu te sens en ce moment? Surtout les coups de gueule. Moi, j'aime bien les coups de gueule. Je t'ai jamais vu trop énervé, même sur LinkedIn ou nulle part, ou et cetera. Même, on s'est déjà parlé en visio, plusieurs fois et je t'ai senti toujours très calme. Il y a rien qui t'énerve en ce moment, dans le milieu de la levée de fonds, des startups, des investisseurs en général? Il y a des cas isolés qui m'énervent sur des deals qu'on fait où les gens se comportent pas toujours comme t'aimerais qu'ils se comportent. Après, on est humain et c'est normal. Je pense que tout le monde a ses problématiques au quotidien. Mais non, sur l'écosystème, voilà, c'est un écosystème passionnant où tu as. Enfin, c'est pour ça que je fais ce métier, hein. On découvre des boîtes et des sujets tous les jours et des évolutions du monde dans différents sens. C'est hyper intéressant. Les investisseurs, je trouve, jouent toujours bien le jeu. Il y a toujours des investissements qui se font de manière assez active. Et il y a toujours plein d'entrepreneurs motivés. Donc non, vraiment pas de problématique aujourd'hui particulière dans l'écosystème. Je trouve que ça marche pas trop mal. Ouais. OK. Toi, tu trouves que du coup, parce que vu que tu fais cette newsletter aussi, donc tu as Mhm. des datas que tu suis depuis, pas mal d'années, donc pour toi, le marché, il y a pas de c'est plus dur, c'est moins dur, c'est plus facile, il évolue et il est assez constant finalement? Il est plus dur qu'il y a 2 ans. Ça, c'est une certitude. Les opérations prennent plus de temps. Les valos ont bien baissé. Et, les montants sont aussi plus petits du coup, donc tout le monde souffre. Enfin, les entrepreneurs souffrent parce qu'ils ont des conditions un peu plus dures pour lever, ça leur prend plus de temps et ils sont plus dilués ou ils lèvent moins d'argent. Les investisseurs qui ont fait des premiers tours ont plus de mal à faire les seconds tours pour leur participation, donc ça les arrange pas trop et les valos sont revus à la baisse ou au poste du dernier tour, donc ça les arrange pas trop non plus. Et nous, on lève des montants plus petits, donc ça nous arrange pas non plus. Mais bon, c'est comme ça. Et paradoxalement, on a beaucoup plus d'entrepreneurs qui nous contactent en ce moment parce qu'ils savent que le marché est plus dur, donc ils veulent aussi plus se faire accompagner. Donc finalement, on s'y retrouve comme ça. Mais ouais, le marché est plus difficile qu'il y a 2 ans. Ça, on va pas dire le contraire. Mais est-ce qu'il est particulièrement difficile ou juste revenu à la normale? Moi, je pense qu'il est juste revenu à la normale. Enfin, il est similaire à il y a 5-6 ans, enfin même 4-5 ans, quoi. C'est juste un retour à la normale. OK, j'ai retrouvé ma question et ce sera notre question de fin du coup. Ce serait quoi du coup ton BP à 5 ans, d'un peu ta prédiction sur les 5 prochaines années à venir de, l'évolution, de la levée de fonds, en France, tu vois? Et c'est, est-ce que tu penses que les valos vont continuer à baisser, vont continuer à monter, qu'il va y avoir, une petite montagne? Comment est-ce que tu vois l'évolution du marché, vu que tu commences un peu à le connaître, tu vois, sur les années qu'on a derrière nous, avec les années à venir? Écoute, si j'avais la réponse, je pense que je lancerais un fonds d'investissement parce que si tu es à l'avant-garde, tu as toujours un avantage si tu fais les choses bien. Mais honnêtement,
C'est impossible à dire. Je pense que, enfin, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend, politiquement de ce qui va se passer. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui soutient vachement les startups, ça se traduit via la BPI et la BPI investit dans la plupart des fonds qui se créent. Donc, il y a beaucoup de fonds qui se créent grâce aux politiques, indirectement, hein, mais ça joue quand même pas mal et donc il y a de l'argent et donc des levées de fonds. Si demain le gouvernement est beaucoup moins pro-entrepreneuriat, ça peut vachement ralentir. Après, il y a tous les contextes géopolitiques et le mindset entrepreneurial aussi à financer. Est-ce qu'il y a, il y a de quoi financer? Est-ce qu'il y a des financeurs qui se créent? C'est impossible à prédire, mais globalement, on voit quand même une société où il y a de plus en plus d'entrepreneurs, où il y a, voilà, il faut aussi voir les performances que vont faire les fonds, tous les fonds qui se sont créés ces dernières années. Si ça performe bien, bah voilà, il y aura de l'argent et des levées de fonds, ça je m'inquiète pas. Si au contraire on est à la peine pour les sorties et que ça a du mal à sortir, il y a pas mal de fonds qui vont partir au tapis, ce sera peut-être un peu plus dur. Donc voilà, il faut suivre, mais c'est impossible à prédire pour le coup. Ok. Merci beaucoup Théo pour ce moment et pour toutes ces connaissances. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, comme à chaque fois, n'hésitez pas, posez-les en commentaire sur LinkedIn, sur YouTube. Théo y répondra, moi aussi. Si Théo ne répond pas, promis, j'irai le chercher pour avoir toutes les réponses. Je te remercie beaucoup Théo. Avec plaisir. Écoute, n'hésitez pas hein, pour les questions, je répondrai. Trop cool. Et puis merci à tous et à toutes et je vous dis au prochain épisode. Ciao tout le monde.